À quoi les saloons ressemblaient-ils vraiment de l'Ouest sauvage? Telle est l'une des questions qui vous a déjà taraudé l'esprit sûrement. En effet, les saloons du Far West ont longtemps été considérés comme les représentants des idéaux mêmes de l'Ouest américain. Que ce soit des petits campements aux villes proprement établies, ces derniers étaient sans aucun doute à travers la frontière un élément incontournable des établissements. Si l'on y jouait et buvait énormément, les saloons quant à eux étaient également un lieu de rencontre de grande importance. Mais contrairement à la façon dont ceux-ci étaient décrits dans les westerns, la vie dans un saloon n'était pas aussi faite que de parties de poker truquées et de fusillades. C'est pourquoi dans cette nouvelle vidéo dédiée aux saloons du Far West, nous allons beaucoup plus nous attarder sur ce à quoi ils ressemblaient réellement dans le Far West. Mais avant de débuter, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne YouTube si vous êtes fan des histoires du Far West? Prenez juste 2 secondes pour cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Allez, c'est parti! En réalité, il faut de prime abord savoir que la vie sur la frontière américaine pouvait être excitante, mais elle était aussi un peu solitaire après une journée passée à cultiver la terre, à construire des chemins de fer ou à travailler dans les mines. Les jeunes hommes avaient besoin d'un moyen de se détendre et de se relaxer. Les saloons offraient un refuge contre l'isolement et la solitude de la frontière. Ils ont donc fait ce que nous faisons tous après une dure journée de travail. Ils sont allés boire un verre. Les saloons étaient plus que de simples bars, ils étaient un centre social. Les gens se rassemblaient pour se détendre et boire avec d'autres colons, des locaux et des voyageurs. Parfois, ils parlaient affaires ou jouaient aux cartes, mais surtout ils se réunissent pour socialiser. Les hommes célibataires y cherchent et y trouvent souvent une compagne après une journée de travail harassante. La violence et les comportements indisciplinés se produisaient souvent dans les saloons. Les fusillades n'étaient pas aussi fréquentes comme le suggère Gunsmoke dans les anciens saloons de Virginia City, au Nevada. On y trouve plus de bouteilles et de plateaux de jeu que de balles ou autres signes de violence. Si vous deviez créer une colonie à la frontière, quel genre d'établissement construiriez-vous en premier? Un saloon, bien sûr. Les saloons remplissaient plusieurs fonctions essentielles dans l'Ouest sauvage et étaient souvent le point central d'un camp ou d'une ville. Besoin d'échanger les fourrures contre de la nourriture et des fournitures, les saloons vous couvraient. Vous cherchiez un endroit pour dormir, certains saloons offraient un service de restauration et d'hébergement. Les communautés pouvaient même organiser des élections locales ou des rassemblements communautaires dans un saloon. Il n'y a que dans l'Ouest sauvage que l'on pouvait boire et voter au même endroit et en même temps. Si une ville n'avait pas d'église, le saloon faisait office de chapelle de fortune. L'alcool et le jeu s'arrêtaient temporairement pendant qu'un prédicateur faisait un sermon. Cela ne veut pas dire que c'était toujours une expérience paisible cependant. En 1884, le révérend A.F. Veltman de Brighton, dans le Colorado, a tenu ses premiers services presbytériens dans un saloon. Selon un rapport de l'époque, plusieurs cowboys ont crié « Hurrah !» à l'extérieur et quelques-uns ont envoyé des coups de revolver à travers les fenêtres. Le tenancier du saloon aurait quitté l'établissement peu de temps après. Les saloons étaient en quelque sorte les médias sociaux de leur époque, un endroit où trouver du travail, obtenir des nouvelles et se livrer à de nombreux commérages. Les saloons ont fini par rassembler des gens de tous horizons qui se déplaçaient dans les villes pendant l'expansion de l'Ouest américain. L'installation du saloon était facile au début pour un petit site. Il suffisait d'avoir des tables, une tente et de l'alcool. Au fur et à mesure que les villes se développaient, les saloons se sont développés en même temps. Les propriétaires étendaient leurs activités en fonction du succès du camp ou de la ville. Il était plus facile pour les saloons des villes ferroviaires de survivre en réinvestissant des ressources dans leurs établissements. Les saloons et les camps miniers n'ont pas eu cette chance lorsque l'or et l'argent ont cessé de couler. L'alcool aussi. Lorsque les villes se sont développées, les saloons se sont étendus. Ils se sont agrandis, ont déménagé dans des structures permanentes et ont diversifié leurs divertissements. Parallèlement à l'amélioration de l'ameublement, les options de jeu se sont développées et ont incité à passer plus de temps au bar. Certaines villes ont connu une expansion significative des saloons au fil des temps. Fort Worth, au Texas, comptait déjà 60 saloons au moment de l'ouverture du White Elephant Saloon en 1883. Après sa fondation en 1858, Denver dans le Colorado comptait environ 30 saloons. En 1890, ce nombre a explosé pour atteindre 478. C'est une longue tournée des bars. Si la version hollywoodienne du Far West est sans aucun doute imaginative, elle est souvent inexacte. Quand ils ont commencé à apparaître dans l'Ouest, les saloons étaient essentiellement des tentes pour boire, même s'ils sont devenus des structures plus permanentes. La plupart des saloons restaient petits et rustiques. Certains avaient des planchers en bois et des bars sophistiqués, mais ce n'était pas la norme. L'emplacement joue un rôle important dans le type de décor que les clients trouvent dans le saloon local,
car les matériaux de construction proviennent de ce qui est disponible à proximité. Les saloons ont un aspect différent selon l'endroit où ils se trouvent. Un saloon des prairies peut ressembler à un décor de la série Have Gun Will Travel, tandis que les saloons des montagnes sauvages ressemblent davantage à un pavillon de chasse classique, caractérisé par de belles boiseries et des têtes d'animaux sur les murs. À San Francisco et Seattle, les saloons avaient des lustres et des miroirs, tout dépendait de l'endroit où un cowboy assoiffé voulait prendre un verre. Mais l'occasion idéale de visiter un saloon de style classique se trouvait au Texas dans les années 1850. Le premier et dernier saloon de Fort Worth n'était qu'une petite pièce miteuse avec un banc et un bar banal. C'est ce qu'on appelle un dive bar classique. 3 décennies plus tard, le White Elephant Saloon a sérieusement relevé la barre avec un bâtiment de 2 étages, des fruits de mer frais et uniquement les meilleurs cigares et alcools. Et aujourd'hui, le prix d'un verre est relativement constant dans les grandes villes du pays. Entrez dans n'importe quel bar ou restaurant et vous trouverez probablement des prix similaires pour l'alcool et le vin. Mais ce n'était pas le cas dans le vieil Ouest où les prix des boissons changeaient. Selon l'emplacement d'un saloon, il était difficile de se procurer de l'alcool dans des endroits éloignés et les prix le reflétaient. Un whisky ou un verre de bière pouvait coûter 0,5 $ dans le territoire du Yukon, mais seulement la moitié dans un endroit comme le Colorado. L'émergence des classes sociales à la frontière a également eu un impact sur les prix, les saloons bon marché fournissant du whisky et de la bière aux cowboys. Les établissements plus luxueux s'adressaient aux hommes d'affaires et aux éleveurs qui avaient plus d'argent à dépenser. Les saloons étaient un peu un club de garçons avec des femmes travaillant comme barmaids et des artistes sous forme de danse ou de théâtre. Maud Branscombe, connue professionnellement sous le nom de Big Minnie, était la quintessence de l'animatrice de saloon, gagnant son surnom grâce à sa carrure musclée d'1,90 m. Elle vivait et travaillait dans la ville légendaire de Tombstone, en Arizona. Branscombe était à la fois barmaid, actrice à temps partiel, danseuse et prostituée. À un moment donné, elle est même devenue le videur après avoir physiquement jeté un ivrogne hors de la porte après que celui-ci ait tiré un coup de feu dans le plafond du bar. Parfois, les femmes offraient d'autres commodités, mais lorsqu'il s'agit de boissons, elles persuadaient les hommes de leur acheter des alcools coûteux, recevant souvent une part pour elles-mêmes. Un militant anti-saloon, George M. Hummel, n'aimait pas ce qu'il voyait dans les saloons. Il en parle dans son livre Passing the Saloon, publié en 1908. À Denver, lorsque j'y étais, les saloons étaient remplis de femmes peu recommandables qui buvaient avec des hommes directement au bar. L'une d'elles s'approchait, vous donnait un coup de coude et disait « Ça vous dit un verre ?» Le barman répondait « Oui, allez-y, offrez-lui un verre. » Ça coûtait 0,25 $ au moins pour soigner une femme là-bas. Si on prenait une boisson à 500 et qu'on lui donnait la même chose, la facture était de 0,25 $. Sur ce montant, la maison gardait 10 cents et lui remettait un chèque de 15 qu'elle encaissait à la fin de la soirée pour éviter aux femmes de s'enivrer en gagnant cet argent. Les barman échangeaient parfois le whisky contre du thé et servaient de la bière diluée. Santé! Le pilier du bar Norm Peterson n'aurait probablement pas apprécié de boire dans un saloon si les clients voulaient un siège confortable. Il ne l'aurait pas trouvé au bar lui-même. Les tabourets de bar n'existaient tout simplement pas. Au lieu de cela, il y avait beaucoup de sièges autour des tables où les hommes parlaient et jouaient. Bien que les places soient limitées, les serviettes et les crachoirs ne marchent pas, accrochés à des crochets le long de la façade du bar. Les clients utilisaient les serviettes comme des serviettes de table pour essuyer la bière de leur moustache ou de leurs lèvres supérieures. Contrairement aux serviettes de table, les serviettes étaient beaucoup plus dégoûtantes. Elles étaient rarement lavées et regorgeaient sans doute de germes et de bactéries. Comme si cela n'était pas assez répugnant, fumer et mâcher du tabac étaient des activités quotidiennes dans les saloons. Les propriétaires de bars font jouer les crachoirs dans leurs saloons, mais les cowboys crachent quand même par terre. Le fait que certains des saloons les plus désinvoltes affichent des panneaux indiquant si vous crachez par terre chez vous, cracher par terre n'arrange rien. Ici, nous voulons que vous vous sentiez comme chez vous. C'est un peu comme avoir un panneau d'interdiction de fumer, mais distribuer des cigares. Si du jus de tabac est renversé, si de la bière s'entasse trop sur le sol, un peu de saleté ou de sciure de bois l'absorbera. De la sciure de bois, l'effaceur magique de la nature. Un barman du Far West ne se contentait pas de servir les boissons. Il assurait la sécurité, coordonnait le divertissement et déménageait souvent dans d'autres endroits, car la demande de bons barman montait en flèche. Entre 1860 et 1900, le nombre de barman à la frontière est passé de 4 000 à près de 50 000. Il s'agit d'une profession compétitive, de plus en plus féroce, qui attire des gens de tout le pays. La profession est devenue si populaire que des manuels de barman ont commencé à sortir vers les années 1860 avec l'aide des livres comme Bartender's Guide pour apprendre à mélanger toutes sortes de boissons simples et fantaisistes. Les barmen ont amélioré leur métier et l'ont élevé au rang d'art.
Les propriétaires de saloons ont écrit eux-mêmes quelques livres, comme le chef-d'œuvre de Harry Johnson, New and Improved Illustrated Bartender's Manual, ou How to Mix Drinks, paru en 1888. Les lecteurs du livre de Johnson apprenaient non seulement à mélanger les boissons, mais aussi à être vendeurs d'alcool persuasifs. Je parie que vos manuels d'université n'étaient pas aussi amusants. Les barmen experts étaient aussi tenus en haute estime et obtenaient des titres comme professeur ou mixologue, comme Harry Johnson et James Malone de Chicago. Certains avaient même un set d'ustensiles de barman en argent fait sur mesure. Les mixologues prenaient leur métier de barman au sérieux. Un célèbre récipiendaire de ce titre était James Earp, le frère de Wyatt Earp. James s'est retiré de l'entreprise familiale en raison d'une mauvaise boiterie et s'est retrouvé dans le commerce des saloons. Dans les années 1870, il dirigeait un saloon à Wichita, au Kansas. Lorsque des voyageurs assoiffés s'arrêtaient pour boire un verre, il leur servait une boisson, puis les envoyait très probablement dans le bordel voisin tenu par sa femme. Oh, c'est une jolie entreprise familiale. Les saloons étaient destinés à être un lieu où les hommes de différents milieux pouvaient boire, se réunir et jouer des cartes. Le récit de l'époque décrit une nuit typique dans un saloon dans la ruée vers l'or en Californie. La foule était composée d'hommes de toutes les classes, d'hommes à allure respectable, de mineurs rudes, tout juste sortis des mines, avec des sacs en peau de daim bien remplis, de vieilles chemises flanelles sales et de chapeaux informes. Selon le livre « Les trous d'eau légendaires », les saloons qui ont rendu le Texas célèbre n'accueillent pas toujours les clients ayant de l'argent en poche. Cette image a été perpétuée par les habitants de l'Est qui ont romancé le vieil Ouest. Les Afro-Américains, les Amérindiens, les Latino-Américains, les Asiatiques ou d'autres clients immigrés étaient souvent victimes de préjugés dans les saloons. Mais au fur et à mesure que les villes se sont développées, ces groupes ont construit leurs propres établissements. Les saloons qui servaient exclusivement les immigrants irlandais, les Afro-Américains et les hommes d'origine allemande se sont développés les uns à côté des autres, chacun s'adressant à un groupe spécifique de buveurs. L'un d'entre eux était le Boston Saloon à Virginia City, Nevada. Il a ouvert ses portes pour la première fois en 1864. D'abord situé à l'extérieur du centre-ville, le saloon a déménagé dans le quartier animé de la ville en 1866, sous la direction de William Brown. Le saloon était célèbre parmi les Afro-Américains jusqu'à sa fermeture en 1875, après qu'une publication californienne appelée Pacific Appeal ait pleuré la perte de cet établissement florissant. Mais son histoire était loin d'être terminée. En 1997, la ville a découvert des vestiges de l'ancien saloon. Une fouille complète a eu lieu en 2000, mettant au jour les preuves d'un établissement haut de gamme et prospère qui servait une nourriture de qualité et avait une clientèle féminine régulière. Bien qu'il ait été la spécialité de Brett et Bart Maverick, le poker n'était pas le seul jeu en ville. Le faro, un jeu popularisé en Europe au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, était considérablement plus populaire. Il était rapide, facile à prendre en main et offrait de meilleures chances de gagner que la plupart des autres jeux de hasard. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer? Pharaon utilisait un seul jeu de cartes avec des joueurs appelés parieurs et un croupier appelé banquier. Le croupier plaçait 13 cartes sur la table et prenait les paris. Puis il retourne une carte pour lui et une carte pour le joueur. Les paris sur la même couleur de la carte du croupier étaient perdus, tandis que les paris sur les cartes des joueurs rapportaient de l'argent. Les joueurs pouvaient placer des paris multiples sur différentes cartes, et l'inclusion de joueurs rendait ce jeu populaire parmi les joueurs de tous bords. Le poker était encore couramment joué, rejoignant les tables de monte à 3 et de roulette dans les installations de jeux plus élaborés de certains saloons. Les joueurs rencontrent souvent un succès mitigé. La combinaison de l'alcool et des paris prive généralement les clients des saloons de leur argent. Mais cela faisait partie de l'expérience, comme l'explique un cow-boy du Montana. Quand j'arrivais dans la ville, je voulais passer un bon moment, je buvais quelques verres, je jouais parfois au poker et je quittais généralement la ville ruinée. Tout comme vos stéréotypes télévisés, le jeu, l'alcool et la violence jouent parfois un rôle dans les saloons. La violence était généralement causée par l'un ou l'autre des deux autres facteurs. Les hommes ivres pouvaient venir aux mains à cause d'une tricherie présumée aux cartes ou simplement déclencher une bagarre parce que, ils étaient ivres. L'ivresse et les bagarres pouvaient mener à de gros problèmes. Le 5 octobre 1871, l'une de ces altercations a conduit le marshal James Wild Bill Hickok à tuer involontairement un collègue officier qui lui était venu en aide lors d'une bagarre qui s'était étendue dans la rue. Un exploitant de saloon nommé Phil Coe a engagé une fusillade avec Hickok. Coe a tiré quelques coups de feu et a prétendu qu'il essayait d'abattre un chien errant. Hickok a décidé de l'arrêter pour avoir tiré avec un pistolet dans les limites de la ville. Puis, sans avertissement, Coe a tiré 2 fois de plus sur Hickok, touchant le trottoir et la queue du manteau de Hickok. Hickok a sorti son arme et a tiré 3 fois,
touchant Ko 2 fois à l'estomac. Ko est mort quelques jours plus tard. La troisième balle a accidentellement touché le marshal Mike Williams qui avait entendu l'agitation et s'était précipité au secours de Hickok. Cet événement a marqué la dernière fusillade de Hickok. Elle le hantera pour le reste de sa vie, qui s'est tragiquement terminée dans un saloon. En 1876, Hickok jouait au poker au Netherland Men's Saloon No. 10, un saloon situé à Deadwood dans le Dakota du Sud. Hickok était assis dos à la porte, tenant une paire d'as et de 8, la main de l'homme mort. La porte s'est ouverte et il a été abattu d'une balle dans la tête à bout portant par Jack McCraw. Cette variété de violence a suscité l'inquiétude des réformateurs sociaux. La montée du mouvement pour la tempérance à la fin du 19e siècle a soulevé ses propres préoccupations quant au rôle des saloons dans la société. Des groupes comme l'Anti-Saloon League et la Women's Christian Temperance Union ont tenté de mettre fin à la consommation d'alcool dans les saloons. L'un de leurs leaders, Carrie Nation, a adopté une approche résolument plus violente. Nation a pris sa hachette en étain et a marché dans les saloons en criant « Smash, smash ». Pour l'amour de Jésus, smash, elle détruisait autant d'alcool et de biens de saloons que possible. Elle a été arrêtée plus de 30 fois, mais est devenue une célébrité au sein du mouvement pour la tempérance. Pendant un temps, elle a même commencé à commercialiser des hachettes souvenirs. Divers facteurs ont contribué au déclin des saloons, notamment les employeurs qui exigeaient la sobriété pendant la journée de travail et les codes de santé locaux qui interdisaient certains aspects peu hygiéniques dans les établissements. L'interdiction des jeux d'argent et de la prostitution a été introduite dans l'Ouest américain, ce qui a porté un coup aux saloons à travers la frontière. À mesure que les villes se développent et s'étendent, les différents services fournis par les saloons disparaissent, remplacés par des entreprises ou des institutions spécialisées. Les saloons ont perdu leurs clients au fur et à mesure de l'avancée de la civilisation. L'instauration de la prohibition en 1919 a été le dernier clou du cercueil pour le saloon du Far West, et le monde a pratiquement disparu de l'usage quotidien de la fin de la prohibition en 1933. Certains saloons originaux du Far West, comme le White Elephant au Texas et le Silver Dollar Saloon au Colorado, existent encore aujourd'hui, mais il est probablement préférable de prendre un verre dans votre propre bar local. Après tout, parfois, on a envie d'aller là où tout le monde connaît son nom. Alors, qu'en pensez-vous ? Que commanderiez-vous dans un saloon de l'Ouest sauvage? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, regardez les autres vidéos de notre étrange histoire.